Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour traiter un nouveau sujet de géopolitique qui sera le suivant. Les facteurs d'instabilité de l'ordre mondial entre 1947 et 1991. La colle que vous allez voir fait partie de la formation Kinori. C'est la meilleure formation que vous pourrez trouver sur la prépa éco. Elle va vous aider à gagner des points et à gagner du temps pendant votre année de prépa. Vous allez y trouver mes conseils, mes méthodes que j'ai appliquées pour intégrer HEC à la 21e place. Et puis surtout, vous allez avoir des trucs spéciaux, des modules faits par Gauthier qui est arrivé 3e à HEC pour vous expliquer comment utiliser Anki. Vous allez avoir des témoignages d'étudiants et vous allez avoir surtout beaucoup d'entraînement chaque semaine, et ça c'est extrêmement important, c'est que vous pourrez rédiger des plans sur des sujets qu'on va vous envoyer et vous recevrez ensuite la correction, que ce soit en vidéo ou par écrit, pour progresser et devenir plus efficace que les autres candidats. En mars puis en octobre 1947, le président Truman et le ministre Jdanov annoncent la mise en place d'un ordre bipolaire. C'est la rupture définitive de la grande alliance antifasciste que Roosevelt espérait pérenniser à travers le système de la sécurité collective de l'ONU et le Conseil de sécurité. On passe de l'espoir d'un ordre multipolaire et démocratique à, au contraire, un ordre bipolaire qui va entraîner un ensemble d'instabilité à l'échelle mondiale. L'année 1947 est transparente, les facteurs expliquant la rupture sont bien connus, des divergences idéologiques, donc des questions de principe et des problèmes de sécurité. L'année 1991 marque bien évidemment la fin de l'affrontement Est-Ouest, mais c'est aussi le début des guerres et des conflits latents. On peut parler à ce titre des guerres en Yougoslavie, dans le Caucase ou dans le Golfe, et enfin dans la région des Grands Lacs africains. L'instabilité est un état où les conditions, les circonstances ou les relations sont sujettes à des changements fréquents, irréguliers ou incertains. Enfin, l'ordre mondial repose sur 3 piliers, des principes, des institutions et des procédures d'évitement et de gestion de conflits. On peut voir qu'entre 1947 et 1991, connue sous le terme de guerre froide, a été une période qui a été mouvementée, où plusieurs mutations géopolitiques sont produites et qui sont en partie liées à plusieurs facteurs géopolitiques qui ont été justement propices à créer de l'instabilité. On pourra alors se demander quels facteurs ont successivement déstabilisé l'ordre mondial bipolaire pendant près de 50 ans et qui ont entraîné à son effondrement en 1991. Tout d'abord, nous verrons que, dans un premier temps, l'ordre bipolaire est multidimensionnel et s'est construit progressivement sur les décombres de l'ordre européocentré. Dans un second temps, nous verrons que la détente donne naissance à un condominium par lequel les deux grands cherchent à contenir les facteurs d'instabilité. Dans un troisième temps, nous montrerons enfin que la fin de la détente augure de nouvelles déstabilisations régionales qui se perpétueront jusqu'à la fin de cette guerre froide. Dans un premier temps, nous avons affaire à un ordre bipolaire multidimensionnel qui s'est construit progressivement sur les décombres d'une domination européenne. Tout d'abord, nous avons des oppositions de principes d'intérêt qui rendent impossible l'instauration d'un état de droit mondial qui était promu par la charte de l'ONU. On va faire tout d'abord à des différences idéologiques entre la liberté à l'ouest et l'égalité à l'est, mais également sur d'autres principes, ceux des droits de l'homme, ceux des libertés, ceux de la démocratie. C'est aussi des enjeux sécuritaires avec la volonté stalinienne de construire un glacis protecteur autour du territoire de l'URSS et également qui viennent d'une rupture où Moscou, en 1947, demande le partage des secrets nucléaires aux États-Unis à travers l'ONU, et ces derniers refusent, ce qui montre bien directement une rupture de confiance entre ces deux acteurs. De plus, les crises internationales traduisent l'instabilité intrinsèque des relations bipolaires. On peut voir en effet qu'il s'agisse du blocus de Berlin ou de la crise de Budapest en 1956, on a un principe de guerre froide véritablement qui se met en place avec des montées de tensions dans certains territoires. Et notamment, on peut le voir en Europe, qui est le territoire d'affrontement privilégié entre les États-Unis et l'URSS. Mais c'est également sur le plan militaire, avec le déploiement des premiers sous-marins lanceurs d'engins aux États-Unis en 1953 et en URSS en 1955, qui mettent en œuvre le processus de destruction mutuelle assistée. Et donc, comme le résume Robert Aron, on a affaire à une paix impossible et à une guerre improbable, ce qui participe également, d'une certaine manière et paradoxalement, à une certaine forme de stabilité, où les deux grands ne s'affrontent pas directement et ouvertement. Enfin, chacun des deux grands structure une économie monde autour de lui et de ses principes. À l'évidence, on peut avoir affaire aux États-Unis au plan Marshall. En effet, ces derniers multiplient l'aide à la reconstruction économique sur les territoires européens, mais
mais aussi à la pactomanie qui va se développer dès les années 1949 et qui va se multiplier tout autour du monde. On a ainsi véritablement affaire à une sphère d'influence des États-Unis. De la même manière, l'URSS va, elle, promouvoir par manque de moyens économiques plutôt une idéologie, et dès lors, elle va construire un bloc autour d'un corpus idéologique, aussi bien à l'aide d'institutions politiques comme le Cominform, mais également économiques comme le KM et militaires comme le Pacte de Varsovie. On va avoir affaire à des facteurs d'instabilité multiples suite à la construction de ces sphères d'influence. Tout d'abord, la revendication d'une identité nationale comme en Yougoslavie ou en Albanie, qui ainsi se mettent en confrontation face à ce qui est imposé notamment par la puissance soviétique, ou aussi des revendications religieuses comme l'Église polonaise qui vient remettre en cause justement le développement des idéologies orthodoxes russes qui sont promues à cette époque. Dans un second temps, on peut voir que la détente donne naissance à un condominium par lequel les deux grands essayent de maîtriser les facteurs de déstabilisation qui se multiplient à cette période. En effet, on peut voir tout d'abord que l'ordre nucléaire permet un certain équilibre à l'échelle mondiale. En effet, il repose sur des mesures de confiance telles que le télétype rouge et également les discussions hebdomadaires à Vienne, ce qui montre bien donc la prise de contact entre le bloc soviétique et le bloc américain, rendue possible par cette menace nucléaire qui plane sur ces deux territoires. Mais c'est également par des institutions internationales et notamment la mise en place de grands traités à l'échelle mondiale comme le traité de non-prolifération nucléaire en 1968 qui incarne finalement cette volonté de ne pas accentuer cette prolifération. Et c'est également les accords d'Helsinki en 1975 rendus possibles notamment par l'Ostpolitik de Willy Brandt qui sera chancelier de 1969 et 1974. Et enfin, c'est également les voyages de Nixon en Chine qui permettra ainsi d'intégrer la Chine en 1972 au Conseil de sécurité de l'ONU et qui permettront ainsi de coïncider les 5 puissances nucléaires et les 5 puissances qui se trouvent au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais cette stabilité qui va se former à l'échelle mondiale va induire une instabilité à l'échelle régionale. Tout d'abord, on peut voir que les tensions se déportent dans les périphéries, avec par exemple la multiplication des conflits dans de nouveaux États, notamment africains, comme au Congo, guerre du Katanga, avec la guerre du Katanga, ou au Nigeria avec la guerre du Biafra, mais également avec par exemple le cas du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, où finalement on va avoir une multiplication d'instabilité, avec des régimes qui vont finalement mettre en place une main dure sur la population civile et qui peut être facteur de désordre. Enfin, c'est les problèmes de développement qui sont également facteurs d'instabilité. La création de l'OPEP et la revendication d'un nouvel ordre économique mondial, où le premier choc pétrolier de 1973 montre bien ces instabilités économiques. Et enfin, dans un troisième temps, nous pouvons voir que la fin de la détente augure de nouvelles déstabilisations régionales et mondiales qui ne s'apaiseront pas avant la fin de l'effondrement de l'URSS. En effet, l'année 1979 est tout d'abord une année rupture. On peut voir qu'elle suit le scandale du Watergate, mais aussi l'échec de l'investissement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et elle marque par la même occasion, en novembre 1979, l'occupation par des jeunes Iraniens de l'ambassade de Téhéran, qui va marquer ainsi justement un choc des États-Unis vis-à-vis justement de cette révolution religieuse qui se prendra place avec justement l'ayatollah Khomeini. Mais c'est également l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 qui va provoquer différentes mutations régionales. Et enfin le contre-choc pétrolier également de 1979 qui va induire de nouvelles problématiques économiques à l'échelle mondiale. Néanmoins, la réponse apportée par les États-Unis va permettre d'accentuer d'une certaine manière cette instabilité pour, in fine, permettre une plus grande stabilisation à l'échelle mondiale. L'élection de Ronald Reagan et la mise en place d'une accentuation des dépenses militaires, mais aussi le soutien au Royaume-Uni dans la guerre des Malawines ou dans certains territoires comme les Contras au Nicaragua, va induire finalement plusieurs déstabilisations régionales, mais à l'échelle mondiale, c'est également ce qui va se permettre, par l'initiative de défense stratégique, d'entamer le processus de véritablement hyperpuissance américaine et qui va conduire à la chute de l'URSS par une domination trop élevée dans le champ militaire et une course aux armements que l'URSS ne pourra pas suivre. Et donc finalement, la chute de l'URSS donne naissance à une nouvelle stabilité, mais cette dernière est en réalité en trompe-l'œil. En effet, c'est l'arrivée au pouvoir dans l'URSS de Mikhail
Gorbatchev en 1985 qui va permettre de résoudre la plupart des problématiques politiques et géopolitiques entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Et c'est finalement la chute du mur de Berlin en novembre 1989 qui mettra un terme à la guerre froide suite à l'ouverture économique et politique, le glasnost et la perestroïka de Gorbatchev. Mais elle va donner lieu à plusieurs déstabilisations, déjà dans les républiques socialistes soviétiques, où on va avoir affaire à une thérapie de choc, où de nombreux pays vont avoir beaucoup de difficultés à avoir justement cette transition vers le capitalisme et la démocratie. Et à l'inverse, de nouvelles guerres vont se développer, les guerres de Yougoslavie notamment, mais également dans la région des Grands Lacs. Et donc en conclusion, on peut voir que de multiples facteurs expliquent les déstabilisations qui ont marqué la guerre froide de 1947 à 1991, et que ces derniers peuvent être de nature économique, politique, qu'ils ont évolué au fil du temps et qu'ils ont parfois été contrôlés par la puissance russe, la puissance soviétique plutôt et la puissance américaine. Mais qu'en prospective, on peut voir que ces facteurs de stabilité sont multipliés à l'issue de l'année 1991 dans un monde désormais multipolaire où finalement on peut avoir une multiplication des rivalités entre États, aussi bien dans le domaine géopolitique que dans le domaine économique. Mon premier commentaire portera sur le caractère très général et très large du sujet. Concrètement, c'est un sujet sur la guerre froide, sur toute la guerre froide, sur tout ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, en fait, ce que vous devez essayer de faire, c'est essayer de recentrer le sujet. Et en l'occurrence, là, il faut le recentrer uniquement sur les facteurs d'instabilité. Une bonne manière de le faire, notamment, c'est de faire un plan historique, voire historico-thématique. Vous allez utiliser une première période, vous allez la définir d'une certaine manière, puis une seconde période. Ici, la première période, c'était l'après-Seconde Guerre mondiale, la mise en place de la guerre froide, puis la période de détente, et enfin, la période des années 80 qui voit donc la course aux armements, et finalement l'effondrement de la puissance soviétique. Quand on s'intéresse à la guerre froide, c'est souvent les trois grands moments qu'on retient, et ça vous aidera notamment à vous permettre de vous focaliser sur ces trois périodes et de mettre en avant les grands enjeux géopolitiques qui en ressortent, et ainsi pour ne pas faire un sujet et un plan trop large sur la guerre froide. Même si ça relève de l'évidence sûrement pour certains d'entre vous, pensez bien à commenter les bornes chronologiques choisies. Je l'ai fait rapidement dans mon oral parce qu'on est en colle, mais dans vos écrits en particulier et aussi dans vos oraux, vous devez expliquer pourquoi on a choisi ces dates, expliquer les événements qui se sont passés à ce moment-là, les ruptures géopolitiques qui s'augurent à cette période. Et donc n'oubliez pas de le faire, c'est important, et encore plus à l'écrit.